Alors justement, vous parliez du temps qui reste, c'est intéressant parce que la vie, c'est la mort, c'est indissociable. Tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui donne, ça qui donne à ma vie toute son intensité. Si intellectuellement chacun a dû faire cet exercice, si tout d'un coup on dit ben voilà, on va devenir immortel, donc ça ne s'arrêtera plus. Et alors immédiatement on est écrasé par l'ennui, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut manger du poulet pour 2 millions de fois, 2 milliards de fois? Ça n'a pas de sens. Ce qui fait que la vie est une vie, c'est qu'elle a un terme. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'il en soit autrement. Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on en ferait? Vous savez, le mythe, les fameux mythes du Hollandais volant, qui doit se racheter pour avoir enfin le droit de mourir, et son immortalité, et son enfer, en quelque sorte, ça repose, ces légendes reposent toujours sur une profonde sagesse et une observation des choses. Donc, le meilleur moyen, quand on se rapproche de la mort, de l'accepter, c'est au contraire de se rendre compte qu'elle fait de chaque instant que je vis quelque chose d'encore plus précieux. Et de plus exceptionnel, je suis absolument d'accord. Je remonte un peu, je ne l'ai pas pris dans l'ordre votre livre, puisqu'on a le droit de le picorer. Oui, puis l'ordre n'est pas imposé. D'accord. Moi, autre chose, c'est la liberté de penser, considérée évidemment comme un privilège. Alors ça, c'est beaucoup plus situé dans l'époque. Nous avons la chance, et nous oublions trop souvent que nous avons la chance de vivre dans un pays où la liberté est réelle. Bien sûr, quand on vient de voir qu'il y a des gens qui peuvent se faire tuer pour leur impertinence graphique, mais ça n'est pas la France, c'est pas le pays où nous sommes qui est cela. C'est justement quelque chose qui vient d'ailleurs, et puis aussi le résultat d'une immense bêtise, et ça c'est malheureusement très souvent on oublie le facteur bêtise dans les comportements humains. Mais en tout cas, être libre de penser, être libre de s'exprimer, dès qu'on voyage un peu, on se rend compte que ça ne va pas de soi partout. Et cette sorte de privilège, je l'aurais vécu parce que la France est un de ces pays où il est possible de vivre sans aucune contrainte, sauf celle de l'existence des autres, ce qui est normal, sauf celle de la loi, il faut se conformer à la loi. Mais en tout cas, depuis très longtemps, depuis les Lumières, le droit de penser ce que l'on veut et de dire ce que l'on veut est quelque chose qui est resté relativement difficile à obtenir dans le monde où nous sommes encore aujourd'hui. On va déjà aller vers la conclusion de notre entretien, qui est la conclusion de votre livre. C'est qu'une fois que, bon, il y a de nombreux thèmes et qu'on laissera découvrir aux lecteurs, mais une fois que vous avez travaillé sur l'ensemble de ces thèmes, votre conclusion, c'est apprendre encore et encore. Oui, apprendre encore, ne serait-ce que parce que je ne sais rien. Et j'ai et j'aurai toujours jusqu'au bout tout à apprendre. Le peu que je sais me permet de vivre. Et ça, c'est l'essentiel. Et plutôt de vivre bien. C'est-à-dire, je peux m'arranger avec l'environnement qui est autour de moi. Je ne suis pas dans une perplexité sur toute chose parce que, au fond, je me suis équipé du minimum. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il y aurait lieu de savoir. C'est bien à mon échelle, mais je suis minuscule, donc je ne sais pas grand-chose. Donc tous les jours, j'apprends parce que je suis entouré de gens qui sont pour moi des mystères, comme vous en êtes un, et j'en suis un pour vous, puisque je ne saurais jamais exactement ce que vous pensez, ni réciproquement. Donc rien de savoir ça, ça donne un certain intérêt à la rencontre de l'autre. Et puis tout le monde qui se déroule tous les jours, surtout en cette période de communication, nous bombarde d'informations de nouveautés, pas toutes intéressantes, pas toutes importantes, mais de temps en temps, il y en a qui sont divertissantes, ou il y en a qui sont stupéfiantes. Et ben ça donne celle de la vie, entre autres. Et puis tant que la vie dure, c'est pour apprendre, non? Écoutez, c'est pas fait pour vivre, je crois que c'est vivre pour vivre, tout simplement, en étant conscient du fait que c'est exceptionnel.
Est-ce que vous seriez intéressé, parce que là vous avez vraiment travaillé sur la vie, de nous proposer un jour un essai sur la mort? Vous savez, c'est beaucoup moins complexe la mort. Ça arrive, et puis c'est un côté définitif, ça ne dure pas longtemps. Hein. Ça c'est l'aspect pragmatique et je vous l'accorde, mais il y a toute la partie mystérieuse. Mais alors, je ne peux parler de la mort qu'à l'éclairage de la vie, et je ne peux parler de la vie qu'à l'éclairage de la mort. Donc d'une certaine manière, je l'ai déjà abordé, mais en parlant, je l'apprivoise. Et j'en ai fait, non pas une amie, on ne peut pas être ami de la mort, sauf si on la souhaite pour des raisons que je ne souhaite à personne de souhaiter. Mais c'est quand même, c'est devenu un compagnon familier. Et nous verrons bien, on ne peut rien dire de définitif sur la mort tant qu'on n'y est pas. Et une fois qu'on y est, on ne peut plus rien dire. Donc de toute façon, c'est une découverte à faire, mais comme elle a un côté fatal, et il faut le dire avec le sourire, parce que si je meurs, c'est que j'aurais vécu, et puis j'ai la chance d'avoir aussi des enfants, des petits-enfants, mais même si je n'en avais pas, je fais partie du destin de l'espèce humaine, et c'est une pensée que j'ai un peu mis en valeur dans ce livre sous le nom de cordée. Je crois que je suis dans cette cordée, et que ça donne du sens, même quand on ne croit pas aux puissances supérieures. Jean-Louis Servan-Schreiber, un grand merci pour cet entretien. C'est la vie, c'est votre essai disponible aux éditions Albin Michel, et j'invite les internautes à devenir lecteurs de cet essai. Un grand merci. Merci.